Bonjour et bienvenue dans ce chapitre sur la diffraction des ondes. Alors intéressons-nous aux ondes mécaniques pour introduire le phénomène de diffraction. Alors, si on observe la photo qui est présentée ici, c'est le port de Saint-Sébastien au Pays Basque, on constate qu'il y a un phénomène naturel de diffraction. Alors en quoi cela consiste? Qu'est-ce qu'on peut observer? On observe que ici donc on a une plage et on a deux bras de terre ici qui sont présents. Et puis on a donc une ouverture pour laisser rentrer l'eau au niveau du bord de la plage. Cette ouverture a une certaine épaisseur qu'on peut appeler grand A. Donc c'est finalement la largeur de cette ouverture. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer qu'au départ, l'eau arrive avec ce qu'on appelle des fronts d'ondes qui sont relativement parallèles. Alors cette expérience, on peut bien la voir quand on utilise ce qu'on appelle une cuve à ondes, ce qui sera fait en TP. Et au sortir finalement de cette fente, on constate que l'onde ne va plus tout droit comme ça. Elle décrit des cercles concentriques, des fronts d'ondes circulaires. Et ce phénomène-là porte le nom de la diffraction. C'est-à-dire que la direction de propagation de l'onde n'est plus celle-ci, mais elle se propage dans toutes les directions, au ressortir de la fente, donc de l'espace A. Ce phénomène-là s'appelle la diffraction. Alors ce phénomène ne se manifeste pas n'importe comment. Imaginons qu'on ait une fente très large. Si la fente est très large, l'onde continue un petit peu son chemin, comme si de rien n'était. Si je représente les fronts d'onde en rouge, on a une propagation qui est rectiligne avant et après la fente. Si par contre on a une fente de plus en plus fine, si on prend une fente vraiment affinée pour le coup, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les fronts d'onde incidents qui sont au départ bien parallèles, au ressortir de la fente, ils décrivent des cercles concentriques. Et ce phénomène-là, donc on a une direction de propagation qui au départ est rectiligne, mais ensuite elle est dans toutes les directions. Ce phénomène-là, c'est la diffraction. Donc voilà le phénomène de diffraction qu'on peut rencontrer dans la nature pour donc des ondes mécaniques, comme les vagues ici, mais aussi pour la lumière. Donc attention à cette condition d'obtention du phénomène. C'est un phénomène qui se produit lorsque l'ouverture ou un obstacle est de dimension proche de la longueur d'onde ou inférieure. Donc il faut que la longueur d'onde, j'insiste bien là-dessus, soit de l'ordre de grandeur de l'ouverture, ici qu'on a symbolisé par la lettre A. Alors quelques remarques. Avant et après diffraction, l'on garde la même fréquence, donc la même période, donc la même pulsation. Et si le milieu de propagation est le même avant et après l'obstacle, alors l'onde garde la même vitesse. Donc c'est le cas ici. Le milieu ici c'est de l'eau, ici c'est de l'eau aussi, on est bien dans le même milieu. Donc l'onde gardera la même vitesse avant et après le phénomène de diffraction. Donc avant et après cette fente, cet écartement. Ce ne serait pas le cas, par exemple, quand on a le phénomène de réfraction entre de la lumière qui vient frapper dans une vitre. Si on imagine que là, on a une vitre. Là, on change de milieu. On est dans l'air. Ici, on est dans le verre. On va avoir ici le phénomène, un phénomène un petit peu différent, puisqu'on change de milieu. Alors, on peut appliquer la diffraction aux ondes électromagnétiques, et notamment à la lumière. Donc, on peut visualiser ce dispositif ce phénomène grâce à ce dispositif expérimental. Donc on prend un laser, donc rouge par exemple ici, une fente relativement fine d'épaisseur A. Et là encore, si la fente est très grande, était très large, on aura un point, puisque l'image du laser c'est simplement un point. Et là on constate qu'on obtient une figure de diffraction qui a une tache centrale de largeur L. Alors ce phénomène est exactement le même si à la place d'une fente très fine, on met un obstacle pour le coup, par exemple un fil très fin, un fil de pêche ou un cheveu. D'une épaisseur petit a ou petit e, si on veut l'appeler petit e, on obtient le même phénomène, c'est-à-dire la diffraction de la lumière. Alors si on regarde en détail, d'un point de vue expérimental, ce qu'on observe à l'écran,
on obtient une figure de diffraction qui est composée d'une tâche centrale de largeur grand L et puis de tâches secondaires de largeur L sur 2 notamment, de part et d'autre, symétriques, qui sont à chaque fois séparées par des zones noires. Donc si on fait un petit zoom simplement sur la tâche centrale, on voit que la tâche centrale ici, elle a donc pour largeur L, elle est très lumineuse au centre, et puis un petit peu moins lumineuse sur les bords. Et puis enfin, on a une zone totalement dépourvue de lumière, qu'on appelle une zone sombre ou une zone noire, et puis de nouveau, une zone lumineuse, mais de largeur plus faible. En fait, on est à la moitié de la largeur de la tâche centrale. Alors si on mesure l'intensité lumineuse avec un dispositif adapté, on se rend compte qu'on a un gros pic d'intensité ici. Donc ici, la largeur de la tâche, elle ferait de moins 4 à et demi, on peut même dire de moins 4,5 à plus 4,5, donc à peu près 9 cm. Si on mesurait ça sur un écran, on aurait précisément une tâche de largeur 9 cm. On peut repérer ici, et puis la largeur de des tâches secondaires, celle-ci et celle-ci sont là. Donc on peut les retrouver, ce sont ces largeurs-là qui correspondent donc aux tâches secondaires. Ça, c'est la manifestation du phénomène de diffraction lorsqu'on envoie une onde lumineuse, ici monochromatique, un laser. Donc là encore, quand est-ce qu'on observe ce phénomène? Eh bien, lorsque l'onde, elle traverse une ouverture ou un obstacle, donc par exemple un fil ou un cheveu, dont la dimension est voisine de la longueur d'onde. Cette onde diffractée, elle présente des maxima et des minima d'amplitude, qu'on voit bien grâce à la courbe. Et plus la dimension de l'ouverture de la fente est petite, donc plus la fente est fine, ou plus le cheveu ou le fil est fin, plus le phénomène de diffraction est important, c'est-à-dire plus la tâche aura une largeur importante. La tâche centrale sera beaucoup plus large si la fente est très très fine. On peut mesurer ce qu'on appelle l'écart angulaire. Eh bien, qu'est-ce que c'est que l'écart angulaire? C'est tout simplement l'angle, qu'on appelle ici l'angle θ, dû au phénomène de diffraction. Donc cet angle θ, si on l'observe, eh bien, donc ici on a la tâche centrale de largeur grand L. Donc si on fait un petit zoom ici, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien on se place à une certaine distance d entre le rayon laser, ici, incident, et la fente qu'on a donc placée ici, donc là on a la fente. On a le phénomène de diffraction au sortir de la fente, on a une distance grand D entre la fente et l'écran, ici on place l'écran. Un angle θ qu'on appelle l'écart angulaire, donc l'écart angulaire c'est l'angle θ. On a une largeur de tâche centrale qui vaut L sur 2, par symétrie du phénomène, on est bien d'accord que là on est à la moitié, donc on a la moitié de la tâche centrale, L sur 2. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que tangente θ, c'est le côté opposé sur le côté adjacent, donc L sur 2 divisé par grand D, ça fait donc L sur 2D. Mais comme l'angle θ est très petit, on peut considérer que tangente θ c'est à peu près θ. Donc θ, l'écart angulaire, vaut L sur 2D. On a donc une relation mathématique entre l'écart angulaire, la largeur de la tâche centrale qu'on peut mesurer, et la distance grand D qu'on peut mesurer, puisqu'on la fixe. Donc on peut retrouver très facilement l'écart angulaire, qui est en fait l'angle de diffraction, exprimé en radians. On peut également montrer, notamment expérimentalement, ce qu'on fait dans le TP par exemple, que θ est égal à lambda sur A. θ est proportionnel à la longueur d'onde. Comment on peut le prouver expérimentalement? Eh bien, il suffit de prendre plusieurs lasers différents, un laser rouge, un laser vert, un laser bleu, qui ont donc des longueurs par exemple d'onde différentes, et de montrer qu'il y a proportionnalité entre l'écart angulaire et eh bien, la longueur d'onde du laser étudié.
On peut montrer en revanche que θ est inversement proportionnel à la distance entre les fentes. A, c'est la distance de l'ouverture ou l'épaisseur d'un cheveu. Petit a, c'est cette distance-là. En faisant varier les fentes, on prend des fentes plus ou moins larges et on montre que θ est inversement proportionnel à la distance entre les fentes ou bien à l'épaisseur d'un cheveu si on prend différents cheveux, différents fils calibrés dont on connaît l'épaisseur. On a montré que θ c'était aussi égal à L sur 2D. Donc ici, on a une relation qui nous permet d'exprimer la largeur de la tâche centrale, grand L, c'est 2D fois lambda divisé par A via cette relation. Donc expérimentalement, on peut mesurer facilement grand L avec une règle sur l'écran. On connaît la distance entre la fente et l'écran, puisqu'on l'a placée. Grâce à la longueur d'onde du laser qu'on connaît aussi, puisqu'on connaît le laser étudié, on peut donc en déduire petit a via des mesures. Donc petit a, c'est l'épaisseur du fil dont on veut déterminer le diamètre, ou bien c'est la largeur de la fente. Donc c'est une méthode relativement simple qui nous permet de trouver expérimentalement, avec des mesures, par exemple la valeur de petit a, qui est l'épaisseur d'un cheveu ou l'épaisseur d'un fil inconnu. Si on connaît par contre petit a, on peut aussi remonter à la longueur d'onde du laser étudié, avec cette relation. Alors on obtient le même type de figure de diffraction en lumière blanche. Si on a de la lumière blanche, bien évidemment, on a le phénomène de diffraction, mais qui va se manifester pour chacune des couleurs principales de longueur d'onde. Donc on a un phénomène d'irisation qui obtient, et la largeur de la tâche centrale est finalement celle qui correspond au maximum d'intensité de lumière, donc qui nous paraît blanche sur le spectre. Donc c'est ce qu'on appelle une figure irisée. Voilà pour le phénomène de diffraction.